Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h09 sur Europe 1. Je voudrais remercier Pascal Praud, qui nous a gentiment remplacé pendant quelques minutes, parce que je vous explique, et je m'excuse auprès des auditeurs d'Europe 1, bien entendu. Nous avons enregistré une émission tous ensemble et on avait pris un petit peu de retard. Et donc on est désolé. Et c'est vrai qu'on a pris une saucée là depuis. Je vois votre t-shirt, mon pauvre Cyril. Oui, mais merci Gauthier Lebray. Heureusement que vous êtes là. Vous êtes le seul qui vous occupez de moi. Oui. Valérie Benaïm est là. Merci Valérie Benaïm. Gauthier Lebray est là. Gilles Verdez est là. Bonjour Le Keuf. Je suis arrivé hier soir. Oui, je sais. Je sais, ça, on connaît. Et Serge Federbusch est avec nous, essayiste et ancien haut fonctionnaire et magistrat, qui m'a fait un cadeau dès que je suis arrivé. Le sabre et l'esprit. Comprendre le nouveau désordre mondial. Alors merci, parce que c'est vrai que il y a du désordre en ce moment. Alors nous, on voit qu'à notre petite échelle de la France, mais Serge Federbusch parle à l'échelle mondiale. Merci en tout cas d'être avec nous, et c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 au standard d'Europe 1, et on va revenir sur le meurtre de Philippine. Et on parlait de quelque chose tout à l'heure, Gauthier Lebray. Oui. J'aimerais que les auditeurs réagissent à ça. Alors, vous savez qu'hier, on se demandait pourquoi la juge des libertés de la détention n'avait pas prolongé le séjour de ce migrant marocain sous OQTF de 22 ans en centre de rétention administrative. Exactement. Et on a eu la réponse, grâce notamment au service police-justice d'Europe 1 et à William Molinier. Elle avait écrit qu'il y avait pourtant un risque de réitération. C'est un violeur condamné à 7 ans de prison. Il en a fait 5. Il y avait un risque de réitération. Je demande aux auditeurs d'Europe 1, Europe1.fr, dans votre voiture, chez vous, écoutez bien ça. Oui. C'est ce que vous allez retenir aujourd'hui. C'est un truc de fou et je voudrais que vous réagissiez là-dessus. Écoutez. Alors qu'il y a un risque de réitération, la juge, et c'est la loi, explique que le critère de réitération potentielle ne peut pas être retenu pour prolonger de 15 jours la détention en CRA. Quatrième prolongation. La détention en CRA de cet individu. Alors quels sont les critères qui pourraient aboutir à cette décision ? Le critère numéro 1, c'est la préfecture qui aurait la preuve que le laissez-passer consulaire marocain arriverait très, très rapidement. La préfecture était incapable de prouver que ça allait être le cas. Pourtant, il est arrivé 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, il sort le 3, le laissez-passer consulaire arrive le 6. Mais le critère le plus incroyable, c'est celui-ci, écoutez bien. Si l'individu s'est bien comporté dans les 15 jours qui précèdent le renouvellement en CRA, alors il peut sortir. C'est-à-dire que si vous avez violé comme ce migrant, mais parce qu'il s'est bien comporté les 15 jours derniers, eh bien il sort. S'il avait commis un trouble à l'ordre public dans ce CRA, alors il aurait pu continuer à être en détention dans ce centre de rétention administrative. Mais parce qu'il s'est bien comporté les 15 jours derniers, on ne peut pas retenir ce critère. Donc vous pouvez avoir violé 5 ans plus tôt, mais si vous vous êtes bien comporté les 15 jours derniers, eh bien vous sortez. Voilà. C'est fou, cette histoire. Alors justement, je me tourne vers Serge Federbusch, qui est avec nous, donc essayiste et ancien fonctionnaire et magistrat. Est-ce que c'est vrai ça ? Parce que j'ai du mal à y croire en fait. Oui, vous avez raison d'avoir du mal à y croire, parce qu'en réalité, il faut comprendre que on est là dans un studio, tout est un peu policé, on se parle calmement. C'est quand même dans une espèce de brouhaha et d'urgence permanente. C'est de la justice, vous voyez, qui est quand même très de terrain. Deuxièmement, si le juge décide que de toute façon un des critères n'est pas rempli, il décide de garder l'individu 15 jours de plus, vous imaginez bien qu'il n'aura jamais le temps d'aller exercer un recours en appel, vous voyez, ou en cassation ensuite, pour obtenir son élargissement, c'est-à-dire la libération. Donc, à mon sens, c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'on est en France et qu'il y a des textes applicables qui ont été volontairement, pour des raisons politiques, et là je reviendrai à chaque fois sur le contexte politique, parce que c'est ça qui est déterminant, interprétés de manière restrictive. Les directives européennes qui régissent les questions justement de rétention, la rétention c'est pas une peine pénale, c'est vraiment une mesure administrative, permettent de conserver quelqu'un pendant 6 mois et pas 90 jours, d'accord, comme en France, et d'y rajouter 12 mois en cas de démonstration de l'incapacité matérielle d'expulser, vous voyez, de reconduire à la frontière, parce qu'on appelait ça des reconduites à la frontière avant. D'accord. Donc on aurait, si on modifiait le droit, on sortirait complètement de ce schéma extrêmement contraint, et on aurait la possibilité d'éviter ce genre de choses, d'accord ? Sachant que malgré tout, derrière ça, et on y reviendra, je pense, il y aura quand même les contraintes du droit européen, de la charte sur les droits fondamentaux. Ça, c'est important de le dire. Bien entendu, parce que tout ça, à la fin des fins, c'est politique. C'est un choix politique. En droit européen, il faut savoir qu'on peut mettre jusqu'à 300 jours à un migrant
en centre de rétention administratif. Donc la France pourrait passer de 90 à 300 jours. Moi j'ai le sentiment, c'est une volonté politique. Je ne sais pas ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1 qui vont nous appeler au 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21, que toutes les mauvaises directives de l'Europe, on les prend, et toutes celles qui sont bonnes, on les prend pas. Non mais je vous jure, j'ai toujours ce sentiment. Comme sur le sujet de l'agriculture, on fait de la surtransposition. C'est-à-dire qu'il y a déjà des normes, et bien on en rajoute. L'Europe nous met déjà une borne de temps à 300 jours, et ben non, nous on va dire que c'est 90 au Royaume-Uni. Alors ils ne sont évidemment plus au sein de l'Union européenne. C'est illimité. Vous pouvez placer un migrant en centre de rétention administrative, l'équivalent au Royaume-Uni, de manière illimitée. On vous rétorquera que ça coûte beaucoup d'argent. Oui, mais non, là, c'est plus le sujet. Oui, enfin, c'est plus le sujet. Serge Federbusch, arrêtez avec l'argent. Arrêtez. Je veux plein. Alors, aujourd'hui, je vous le dis. C'est pour mener. C'est pas mon argument. Je dis ce qu'on rétorque. Mais si c'est une question de vie ou de mort, là. Si c'est pour entendre, c'est pas possible. Ou bien c'est la loi. Ou bien ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas la peine. Si on met pas de l'argent pour la sécurité des Français, dans quoi vous mettez de l'argent? Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu optimiste quand même, un peu optimiste. Pourquoi? Parce que vous nous dites on surinterprète quoi, on va plus loin. Mais il faut comprendre que les juges européens ont de leur propre chef accentué leur importance et interpréter leur pouvoir de manière extrêmement extensive. Alors c'est assez incroyable, mais il y a quelques jours, la Cour européenne des droits de l'homme a pris un arrêt pour dire que si un juge décide de ne pas appliquer la Constitution, je ne parle même pas d'une loi, la Constitution, quand la Constitution est contraire au droit européen, eh bien il est légitime à le faire et on ne peut pas le sanctionner. C'est-à-dire qu'il y a la volonté dans les juridictions supranationales de faire prévaloir le droit européen ou supranational sur le droit français. Et dans ce contexte-là, eh bien, ce qui se produit, c'est qu'effectivement les juges sont extrêmement attentifs à ne pas risquer, vous voyez, d'annulation, de condamnation devant la Cour européenne des droits de l'homme ou des choses comme ça. On est dans un système où les gens ont peur du grand méchant juge européen ou du grand méchant juge international. Donc c'est ça, je pense qu'il faut une affirmation politique qui passera, à mon sens, par une réforme constitutionnelle pour éventuellement prendre le champ vis-à-vis de textes qui nous contraignent trop, parce que sinon on n'en sortira jamais. Et ce que je disais à Pascal Praud avant que vous n'arriviez, c'est que même si le juge ou la juge avait voulu garder l'individu en question, donc dans le centre de rétention administratif, le temps de l'exercice, d'élever d'écrou, de la transmission, par exemple, de ce qui viendrait du consulat du Maroc ou de l'ambassade du Maroc, eh bien, on risquait de toute façon d'exploser le délai de 15 jours. Et en plus, ça se reproduira. Je crois qu'il faut prendre un peu de hauteur de vue, et on a un problème fondamental de droit applicable. Et c'est technique, et puis on fera jamais l'économie d'un vrai débat politique puissant sur la question qui ira jusqu'à une réforme constitutionnelle. Alors, on le rappelle, bien entendu, on reparle de cette affaire, ce meurtre abject, horrible de Philippine, cette étudiante de 19 ans dont le corps a été retrouvé sans vie samedi dernier enterré au bois de Boulogne, et chaque minute, chaque heure qui passe, nous avons de nouveaux éléments, bien entendu, sur le suspect, sur le meurtrier présumé de Philippine. Et chaque élément qu'on a nous fait dire que ça aurait pu être évité. On en a parlé longuement hier, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se redit ça. On pense que ça aurait pu être évité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, moi, je le redis, il faut vraiment une meilleure exécution aussi des OQTF. Je suis désolé. Pour moi, c'est le nerf de la guerre. Et c'est le nerf de la guerre dans énormément d'affaires. On l'a dit hier, on le redit aujourd'hui. C'est pas possible. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose contre les OQTF. Et c'est vrai que cette juge, c'était une juge. Une juge. Exactement. Oui, qui prend la décision. Est-ce qu'elle respecte la loi? Parce que c'est pas les lois qui font changer. Bien sûr, c'est ça le sujet. Les juges aujourd'hui, ils respectent les lois. Elle est dans le cadre légal. Exactement. Donc le problème, moi je pense qu'il y a un travail. Il y a un travail énorme à faire. Il y a deux choses en fait. Oui. Il y a deux choses. Effectivement, il y a le sujet de la loi. Comment la loi peut prévoir que 2 critères pour prolonger de 15 jours un séjour en CRA, c'est-à-dire le préfet qui prouve qu'il va avoir le laissez consulaire ou un trouble au sein du CRA et ne pas prendre en compte la potentielle récidive. Mais nous étions ce matin sur Europe 1 aussi avec Thibaut de Montbrial qui disait que cette juge aurait pu, malgré ce cadre-là très contraint,
tout de même prolonger le séjour en centre de rétention administrative. Donc, il y a tout de même débat. C'est pas moi qui vais le trancher. Je dis que des experts en droit disent qu'il y a débat. Et je pense aussi à Gilles-William Golnadel, qui est avocat, qui dit qu'il y a des juges qui sont beaucoup plus fermes dans d'autres cas. Donc, il y a tout de même débat. Il y a la loi qu'il faut très certainement changer, c'est évident. Mais est-ce que cette juge aurait pu tout de même, dans le cadre de la loi, prolonger de 15 jours le séjour en CRA de ce migrant? Je vous le dis, il y a débat. Et il fallait 3 jours, puisque le laissez-passer consulaire est arrivé le 6, encore une fois. Et il est sorti le 3 septembre. 01 80 20 39 21. Réagissez avec nous sur Europe 1, bien entendu. C'est On marche sur la tête. On est là jusqu'à 18h. On a pas mal de gens qui veulent nous appeler, pas mal d'auditeurs. Merci à vous, en tout cas, de participer avec nous. Mais il y a Gilles Verdez qui voulait dire quelque chose. Oui, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'un juge ou une juge prenne seul ces décisions-là. Et moi, je suis pour la collégialité. Parce qu'effectivement, Gauthier le disait, c'est très subjectif le critère. C'est à défaut d'identifier des risques graves et imminents. Comment mesurer ça? Et une personne seule, pour moi, elle ne peut pas, elle est démunie. Donc il faut rétablir une collégialité. Une juge ou un juge seul n'a pas les moyens, n'a pas les expertises, n'a pas autour d'elle un collège pour déterminer si on peut remettre cette personne en liberté ou non. Et ça, c'est un vrai problème en France. C'est la responsabilité individuelle énorme des juges. Alors, justement, on va en reparler, et on va reparler, j'aimerais qu'on reparle tout à l'heure aussi de Lucie Castet, on va revenir encore là-dessus, qui voulait, légaliser tous les migrants. Régulariser tous les sans-papiers. Je voudrais qu'on en reparle dans un instant, puisque Gilles Verdez est pour, donc ça sera un... Voilà. Cet homme-là aurait été régularisé si Lucie Castet... Non, est-ce qu'il a OQTF? Non, non. Alors là, c'est pas la même chose, on en reparlera. Alors attention, OQTF, c'est une décision judiciaire. Elle ne parle pas... tous les sans-papiers. Juste Gilles Verdez, est-ce que vous êtes que pour tous les OQTF quittent le territoire? Cyril, je suis pour dans l'absolu, mais c'est impossible. On ne peut pas, Cyril. On ne peut pas. Tu viens de dire, il est sous OQTF, oui, mais il n'a pas tout de suite été sous OQTF. Donc avant d'être sous OQTF, il était sans papier, donc elle l'aurait régularisé avant qu'il y ait une OQTF. Donc il n'y aurait pas eu d'OQTF. Mais non, il a commis un viol, il n'aurait pas été régularisé. Mais avant le viol, elle aurait été régularisée les criminels. Mais elle ne savait pas que c'était un criminel, Gilles Verdez. Réfléchissez 2 minutes. Avant qu'il commette le viol, il aurait été régularisé, puisqu'il était déjà sur le sol de France. Ah bien sûr. Et arrêtez, Gilles Verdez, arrêtez de me dire que ce n'est pas possible. Arrêtez de me dire que c'est pas possible. Comment faire? Mais ça fait 15 fois qu'on le dit, Gilles Verdez, c'est insupportable. Franchement, comment faire? Mais vous ne faites rien, vous, Gilles Verdez. Vous voyez bien que vous ne faites rien. Il y a des recours, il y a des règles, il y a des lois. Mais Gilles Verdez, il faut la changer, la loi, c'est bien ce qu'on dit. Mais vous savez, vous voyez pas qu'il faut tout changer là en France? Vous le voyez pas? Déjà, on a réduit le nombre de recours, mais il y en a encore beaucoup trop. On le voit bien, on ne parle pas. Gilles Verdez, c'est incroyable. Tous les jeudis, je deviens fou. Non, mais c'est fou. Gilles Verdez, en fait, il veut rester avec la même matrice. Oui, c'est la fatalité. Là, c'est la fatalité. La même matrice est contre. Mais si, Gilles Verdez. Philippines, là, c'est la fatalité. Non, ne me faites pas dire ça. C'est un drame absolu. Arrêtez, c'est pas la fatalité. Donc si c'est pas la fatalité, il faut changer les lois. Il faut changer les lois. Gilles Verdez, s'il vous plaît, améliorer les OQTF. Et je vais vous dire, et en vrai, et il a raison, Gauthier Lebret, excusez-moi. Pour vous, c'est la fatalité quand vous me dites ce n'est pas possible de faire rentrer tous les OQTF dans leur territoire et dans leur pays. C'est la fatalité. Je suis désolé, Gilles Verdez. Si ce garçon n'était pas en France, il n'y aurait pas eu les Philippines, serait encore là. Si c'est pas possible, pourquoi Macron fait une promesse de campagne en disant 100% des OQTF doivent repartir? Il n'était même pas en campagne. Voilà. Exactement, il n'était même pas en campagne. Il a dit 100% des OQTF. Voilà. Louis Dragnel, oui. On va appliquer les décisions. Serge Féterbus, je voulais que vous réagissiez là-dessus. Oui, alors d'abord, l'idée de passer à des formations collégiales, c'est encore plus théorique et impossible et invraisemblable. Même, au contraire, toute l'activité judiciaire, de plus en plus, c'est de donner du pouvoir à des juges uniques parce qu'on n'a plus le temps de se perdre dans des procédures qui n'en finissent plus. Donc là, je crois que votre suggestion, elle est mornée, ça ne pourra jamais se produire. Bon, voilà. Ensuite, il y a une question de détermination de moyens. Déjà, c'est une bonne émission. Bon, oui, mais moi je ne vous connais pas individuellement, donc je vais essayer de... Serge, il ne vous connaît pas. Serge Féterbus, il n'a rien contre vous. Non, je pense qu'en tout cas, là, ce n'est pas une bonne piste. Deuxièmement, les moyens politiques et les moyens financiers, parce que c'est à la fin des fins, c'est des moyens financiers. Bon, ensuite, il faut se les donner. C'est vous qui êtes fataliste. Justement, mais absolument pas. Moi, je pense qu'on peut avoir des moyens financiers. Avoir simplement 1800 places en centre de rétention, c'est un scandale absolu. Bien sûr. On sait qu'on a des centaines de milliers de gens ça dépasse les 100 000 aujourd'hui. 135 000 en 2022. Voilà, chaque année, par an, bien sûr. Et donc, on ne peut pas prétendre faire de la politique dans n'importe quel domaine et avoir une réponse qui représente le centième du problème. Oui. D'accord ? Imaginez que, je ne sais pas, vous avez des gens qui, dans n'importe quel domaine, dans l'agriculture, dans la culture,
ou n'importe quoi vous disent, bon, il y a un problème effectivement dans l'agriculture, ah bon, on a la solution, il y a de la grippe aviaire ou tout ce que vous voulez, on va pouvoir vacciner 1/100 du cheptel. Ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doucement rigoler. Oui. Bon, c'est pas possible, on ne peut pas faire de la politique. Alors ensuite, il y a des choix budgétaires. Les choix budgétaires, on sait bien que la France est en semi-faillite. Je dis semi parce que je veux pas inquiéter l'auditoire. Oui, avec ce qu'on a appris hier, est-ce qu'on n'est pas en plus que 3/4 faillite même? Voilà, on est largement... il doit nous rester à peu près 15 jours. Hein, c'est ça. Avant la faillite définitive. En tout cas... Ensuite, c'est un choix politique. C'est pour ça que je pense, en tant que citoyen, plus qu'en tant qu'ancien magistrat, qu'il faut un vrai débat de fond avec un référendum et un vote sur la modification de la Constitution pour ancrer ça dans le droit et qu'ensuite, d'ailleurs, on dénonce certains aspects de la Convention européenne des droits de l'homme ou des textes qui nous lient à ces juridictions-là pour éviter qu'ils n'imposent leur vue aux juges nationaux. Il faut délivrer les juges d'une responsabilité qui n'est pas la leur. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce débat, on trouvera l'argent. Le problème, c'est que comme on n'a pas mis ça sur la table, il n'y a pas de légitimité à faire de ça une vraie grande cause budgétaire. Merci Serge, vous restez avec nous, Serge Federbus, vous restez avec nous. Et puis on va parler de la faillite justement de la France, qu'il y a quelqu'un qui a une idée qui dit qu'il faut aller taper dans l'épargne des Français. On va en parler dans un instant, ça c'est incroyable. C'est incroyable. A tout de suite sur Europe 1, vous nous appelez 01 80 20 39 21. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1.